Aujourd'hui, à RPM, la voiture électrique la moins chère au Québec, la Fiat 500e. De tout temps, la Fiat 500 est une voiture qui a apporté de la joie dans le parc automobile. Absolument. Tu en vois une, c'est un petit moment de réjouissance. Et avec cette nouvelle génération, on est dans cette continuité. Exactement, parce qu'on a des éléments stylistiques qui nous rappellent les premières versions, à commencer par les phares. On se rappelle, au début, c'était des phares ronds. Oui. Maintenant, on a des phares qui sont coupés en deux par le capot. Mais on a ajouté un stratagème, une paupière illuminée qui crée l'illusion d'avoir un phare rond. Moi, je trouve que c'est entièrement réussi. Oh, oui, on fait évoluer le style, mais on conserve quand même les éléments qui sont propres à cette version-là. Oui. Et bien sûr, regarde en bas, on a un élément éclairant également qui va se convertir en clignotant quand on utilise évidemment les clignotants. Donc, c'est bien intégré et ça ajoute un peu de côté jovial, justement, au véhicule, comme tu l'as bien dit en introduction. Dès les années 50, on avait déjà ces aspects-là un peu en décalé comme ça fonctionne. Moi, je regarde la devanture de cette voiture et je vois une face, littéralement. Oui. On a un beau petit sourire ici, clairement, elle a des broches, en tout cas. La petite moustache, les yeux. Moi, je mettrais ça ici en rose là, pour lui donner un petit peu plus de tonus aux joues. Et évidemment, les essuie-glaces, eux autres, bien, c'est le toupette d'un air. Oui, ça, c'est l'élément qui est vraiment raté à l'avant du véhicule. C'est l'intégration des essuie-glaces qui sont carrément déposés sur le pare-brise. Oui. Ça vient carrément nuire à la présentation visuelle du véhicule à l'avant. Mais pour le reste, moi, je trouve que c'est réussi. Je trouve ça vraiment très joli comme véhicule. Et en plus, avec la fameuse moustache à l'avant, qui est encore un rappel de ce que c'était à l'époque, franchement réussi. C'est évolutif, en fait. C'est ça qui est intéressant. Il y a un petit appendice ici que je trouve tout à fait mignon. Est-ce que c'est un clignotant? C'est ça qui est un peu dommage, c'est que ça ajoute un peu de texture sur le côté. Et on se dit, coudonc, ça va être un clignotant ou un feu de position encore. Non, c'est vraiment juste un élément de style. Moi, je me dis, pourquoi on n'a pas profité de l'occasion pour mettre un clignotant là-dedans ou un feu de position? C'est un élément qui ressort, qui attire notre attention et on n'a pas exploité ça au maximum. C'est seulement pour le style. C'est très beau. Au moins, il y a le drapeau italien à l'intérieur. Une des choses qui est intéressante dans ce segment de voitures un peu bonbon, c'est le fait qu'on peut les personnaliser à outrance, ajouter plein d'accessoires, des couleurs, des roues, plein de choix généralement. À quoi ça ressemble pour 2024, la 500e? On est plutôt chiche de ce côté-là pour le moment. On a deux versions proposées. La version Red qu'on a avec nous, version d'entrée de gamme. On la reconnaît avec les accents rouges qui sont parsemés un peu partout. Tu m'étonnes. Rétroviseur, dans la devanture également. Même le logo Fiat à l'arrière est rouge. Typique de Fiat. Bon, on a aussi la version La Prima qui coûte 5 000 $ qu'on va reconnaître à l'extérieur, notamment avec des accents brillants. Aluminium satiné, si on veut, autour des fenêtres, dans la devanture également du véhicule, des changements aussi à bord. Mais ça se résume pas mal à ça pour les versions proposées. Et même du côté des couleurs, on n'a pas grand-chose. On a le blanc, qui est sans frais pour le moment. On a aussi le rouge, le noir pour la version Red, 595 $. Et si on voit la version La Prima, on a un or rose, 595 $. Et ce sont les seules couleurs proposées. Peut-être qu'on va avoir une version Prima Donna qui va offrir plus de choix. Du moins, on le souhaite parce que, comme tu dis, c'est assez chiche. Bien, on n'a pas de vert, de bleu, par exemple, de jaune. On veut une Fiat 500 jaune. Exactement. On n'a pas de choix de roue non plus. Pas qu'elles sont laides. Celles-là, 17 pouces, 2 tons, ça va bien avec le style du véhicule. C'est beau, mais j'aimerais avoir un peu d'options, s'il vous plaît. C'est ça, au moins 2-3 jantes différentes, minimalement. Exact. Il y a quand même des détails aussi qui sont intéressants dans les feux. Moi, j'ai un petit clocher d'église ici. Moi, il est écrit « Made in Torino ». C'est la ville où est fabriquée la voiture. Je suppose que c'est un clocher d'église à Turin. Probablement. De toute évidence. Et on reconnaît bien sûr les lignes qui sont typiques à la voiture, encore une fois, comme à l'avant. Donc, un haillon qui est incliné, les feux de position qui sont aux extrémités, bien dessinés. Donc, vraiment, une voiture qui est plutôt réussie en matière de style. Comme à l'époque, tu as une espèce de petit coup de hanche à l'arrière. Vraiment, c'est très, très réussi. Peut-être pas assez évolutif à mon goût. C'est quand même assez proche de l'ancienne génération. Moi, j'aime ça comme ça. Donner un petit coup de plus, mais ça fonctionne. Bon, on sait, de manière générale, les Italiens, pour ce qui est de la qualité de l'assemblage, c'est assez dans le bas de l'échelle alimentaire. Et là, on a la plus petite voiture italienne. Comment on s'en sort? Bonne surprise de ce côté-là. On a une qualité de peinture qui est assez bonne, une bonne épaisseur et l'assemblage tout autour est réussi. Donc, on s'est amélioré de ce côté-là.
Étant donné que la Fiat 500 est une voiture à 2 portes, évidemment, la porte est surdimensionnée. On a donc un bon accès à cause de la hauteur du toit, mais aussi de la longueur de la portière. Le plancher est bas également. Facile donc de prendre place à bord du véhicule. Les sièges sont quand même d'une bonne qualité parce qu'on a un bon support latéral pour les jambes, pour le dos également. Des réglages qui sont manuels autant pour le conducteur que le passager. Finition aussi en matériaux assez particuliers au toucher. C'est un matériau recyclé qui vise justement à être un peu plus responsable au niveau environnemental, quand même d'une bonne qualité. Les sièges sont chauffants de série au Canada, évidemment pour affronter la rigueur de notre climat. Visibilité maintenant, c'est un peu particulier parce qu'évidemment, la voiture, elle est petite. C'est donc facile de voir les dimensions du véhicule. Mais quand on regarde les piliers, par exemple, ils sont très larges, particulièrement à la base. C'est plutôt dérangeant en circulation urbaine. On a un angle mort qui est très prononcé vers l'avant, ce qui n'est pas le cas vers l'arrière parce que la lunette est vraiment très proche et on voit donc bien vers l'arrière. Volant qui est présenté d'une façon assez originale, merci. Seulement 2 branches, fond plat, fini en cuir d'une bonne qualité. Les commandes sont typiques aux autres modèles de la famille Stellantis, donc régulateur de vitesse du côté droit, commande multimédia du côté gauche. On a le volume et changer les pistes, par exemple. Ça, c'est derrière le volant. Facile à utiliser, facile à comprendre. Instrumentation, c'est un écran numérique de 7 pouces et on pourrait être porté de croire qu'il manque des possibilités. C'est vraiment pas le cas. Le constructeur a exploité au maximum ce que peut lui permettre un écran de cette taille. On est capable d'avoir la carte, les données de navigation. On peut avoir différents paramètres de fonctionnement du véhicule. Le seul point négatif, c'est que c'est extrêmement chargé. C'est difficile de s'y retrouver. Il faut vraiment naviguer dans les menus, mais au moins, c'est complet comme présentation. Vers le centre, c'est un peu le même constat. Un écran de 10,2 pouces. Interface Uconnect 5 qui est répandue dans la famille Stellantis, mais c'est très chargé. Regardez la quantité de contenu que j'ai devant moi. Ça devient vraiment difficile de naviguer là-dedans. Il faut vraiment s'y concentrer pour être sûr d'appuyer sur le bon bouton, parce que les boutons sont justement très petits et il manque de distinction entre eux. On a toujours du côté gauche des boutons qui sont permanent. On a Apple CarPlay, Android Auto sans fil. Donc, pour la connectivité, ça fonctionne bien. Mais personnellement, je pense que l'interface devrait être revue. Un peu plus bas, commande de climatisation. Une zone seulement, ce qui est quand même pas un défaut compte tenu de la petitesse de l'habitacle. Un espace de rangement avec un chargeur par induction de série pour toutes les versions. Et vous avez même une prise USB-A qui est plutôt d'ancienne technologie, ce qui est un peu contre-indiqué compte tenu du modernisme du véhicule. Mais si vous voulez une prise USB-C, ça se passe dans la console ici au centre, ce qui vous donne en plus des bons espaces de rangement. Même sous la coudoir, vous avez un espace de rangement et vous pouvez ajuster la position de la coudoir pour justement avoir une bonne position de conduite. Place arrière maintenant, plutôt difficile d'accès évidemment parce que c'est une voiture à 2 portes et il n'y a pas beaucoup de place. Évidemment, les personnes de grande taille seront pas trop à l'aise, comme vous pouvez sans doute le voir, mais c'est des places qui sont destinées aux enfants et peut-être pour dépanner également quand on a besoin de faire de très courtes distances. Et si on va à l'espace cargo, on a 213 litres, quand même assez restreint comme espace. On peut rabattre la banquette à la manière 50-50, mais c'est une opération quand même un peu difficile parce que le dossier de la banquette va venir s'appuyer dans le dossier des sièges avant, donc on doit venir manipuler les sièges avant pour un rabattement complet et ça ne nous donne pas un plancher plat. Donc, il y a quand même une concession à faire de ce côté-là. Et en plus, on ne peut pas compter sur la présence d'un coffre à l'avant du véhicule parce qu'il n'y en a pas. Chaîne audio maintenant, la version La Prima est équipée d'une chaîne audio JBL à 7 haut-parleurs qui a été paramétrée par le chanteur d'opéra Andrea Bocelli, ce qui va assurément vous donner une meilleure expérience que la chaîne audio à 6 haut-parleurs dont la qualité est plutôt médiocre. Qualité de finition et présentation générale, je trouve que c'est entièrement réussi. Ça nous transporte dans un environnement jovial qui nous donne un peu de vie à bord du véhicule avec cet appliqué rouge qui est exclusif à la version Red. La version La Prima va avoir des accents de couleurs différentes avec des sièges beige en cuir synthétique vegan. Donc, je trouve qu'il y a quand même des possibilités de personnalisation, des différences entre les versions qui nous permettent quand même de choisir une version qu'on va apprécier davantage. Qualité de finition et de matériaux, c'est là où je déchante un peu. Écoutez ça craquer. C'est vraiment assemblé très, très limite partout. Et quand on touche aux plastiques, qui sont d'ailleurs très rigides, on est capable de les faire bouger. Donc, ça mériterait quand même d'être serré.
Samuel, on est avec la 500E. Oui. Ce n'est de toute évidence pas la version Abarth de haute performance, mais on devrait quand même s'amuser. Oui, effectivement. Même si c'est peut-être pas le territoire tout indiqué pour mettre à l'épreuve une voiture de ville, elle va devoir passer à travers toutes les épreuves quand même pour voir sa performance, qu'elle a dans le ventre. Et on y va maintenant. Allons voir ce qu'elle a dans le ventre, la pinotte. Je peux pas dire que je me sens vraiment à ma place dans ce véhicule-là. Je me sens pas à l'échelle. Non, c'est sûr qu'on est quand même assez à l'étroit à l'avant du véhicule, mais tu le sais, on doit tester les performances quand même. Oui, peu importe le modèle. On n'a pas de mode sport. C'est ce qui est un peu curieux avec ça, parce qu'on a seulement le mode normal ou 2 autres modes qui vont nous permettre d'économiser l'énergie. C'est étonnant parce qu'avec une voiture électrique, un mode sport, on s'entend que c'est vraiment pas compliqué à faire. Là. Donc, on peut se permettre de penser que le mode normal est celui qui va nous permettre d'avoir le maximum de puissance disponible. C'est ce qu'on souhaite. Et je mets le pied au plancher. L'arrière, ça fait. Oui, c'est vraiment curieux. Partir par là un petit peu. Oui, c'est ça. Suspension en poudre de torsion à l'arrière qui nous aide pas. Et c'est vraiment très progressif. Baisse graduelle de la puissance à partir de 65-70 km/h. On sent que le moteur électrique est un peu plus à bout de souffle. Mais d'un autre côté, ça va bien avec la vocation urbaine de la voiture. On cherche pas à avoir des accélérations foudroyantes, du moins avec cette version-là. Léger effet de couple, ça, c'est un peu tannant. Honnêtement, on peut imaginer que la voiture est peut-être un peu mal balancée là, au niveau de sa configuration. Et le temps, on est à 8 secondes. Ben, écoute, c'est pas rapide. Non. Mais c'est une voiture citadine. C'est honnête, urbaine, point. Ouais. Freinage 100 km/h 0, tambour à l'arrière. Ben... Écoute, c'est stable, hein? Ben oui, c'est un petit bloc tout. Ça s'en va vraiment en ligne droite. Ouais. Pas de louvoiement. On a senti un peu l'arrière se soulever. Encore une fois, conséquence de la suspension à poutre de torsion à l'arrière. Mais, tu vois, l'ABS pas trop bruyant. Non, je sentais l'ABS pulser dans la pédale, me donner un bon sentiment de contrôle. Ce qui m'accroche, ce qui m'énerve même, c'est la distance. On est à 40,7. On n'est pas en haut de 40 avec une petite affaire de même. C'est trop long. Oui. Et une voiture comme celle-là, surtout à cause de sa vocation urbaine, mérite d'avoir un système de freinage qui est plus efficace que ça. C'est dans cet exercice qu'on va vraiment voir ce qu'elle a dans le ventre, littéralement, au niveau de son agilité. Bien, absolument. Puis pas besoin de te dire qu'on a besoin d'avoir une voiture agile dans une épreuve comme celle-là. Ben oui. 50 km/h, regarde ça. Ah, bon, ça donne bien le fun. Hey, c'est facile là, de garder la vitesse. Elle est vraiment très agile. Garde la direction s'il est rapide. J'ai pas besoin de faire des mouvements très prononcés. C'est sûr que la direction, elle n'a pas long à diriger. Non, ça c'est vrai. Les pneus s'accrochent bien aussi au sol. Malgré qu'ils sont étroits, seulement du 205. Oui, et bien sûr, la batterie est dans le plancher. Ça aide le centre de gravité. On sent que les mouvements de tête sont bien contrôlés. Écoute, j'ai eu du fun, là. Ben, j'en ai eu moi-même, puis je conduisais pas. Faut quand même le faire. Mais les suspensions sont super bien contrôlées. La poutre de torsion aurait pu nuire dans cet exercice-là. Oui, en exacerbant les mouvements et en contrôlant mal le train arrière, ça n'a vraiment pas été le cas. Mais je soupçonne que le faible empattement stabilise un peu l'ensemble du véhicule, ce qui fait que, sérieusement... Et combiné au poids très bas de la batterie... Tout ça fait que ça a bien été. Oui. Jusqu'à maintenant, la petite Italienne a démontré son agilité sur une simulation de circuit urbain. Maintenant, on va voir si elle va demeurer agile lorsque la situation se complique passablement. J'ai confiance pour l'épreuve d'évitement d'obstacles parce que j'ai un bon comportement routier, facile à maîtriser. C'est peut-être le système de freinage qui va me laisser tomber, mais je vous dirais qu'on va avoir l'heure juste. À 90 km/h, tout système de stabilité activé. Ben voyons donc. Eh bien oui, ça se complique passablement. Il a frappé l'obstacle avec la voiture. Donc, clairement, la voiture a manqué d'adhérence. C'est un échec. J'ai vraiment manqué d'adhérence au sol, honnêtement. Mes pneus, sans doute trop étroits, de qualité plutôt moyenne également, ont fait que j'ai glissé vers l'obstacle. Je l'ai frappé avec le côté gauche du véhicule. J'ai senti également la force de freinage se relâcher
comme pour essayer de conserver la maîtrise du véhicule, mais ça a vraiment contribué à avoir une distance qui est plutôt longue, plutôt inhabituellement longue, j'ai l'impression, pour un véhicule de cette catégorie. Donc, c'est un échec pour la Fiat 500 à l'évitement d'obstacles, contrairement à ce que je pensais. Je suis déçu. Bien là, je suis surpris. Honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit pratiquement une formalité, considérant tout ce qu'on avait vu précédemment, et clairement pas. On a vu vraiment les limites du véhicule, les pneus très étroits qui nous aident pas, qualité moyenne aussi. Ouais. Suspension également, poutre de torsion à l'arrière qui donne beaucoup de poids à l'avant. C'est comme un effet collatéral, si on veut, de ce type de suspension-là. Clairement. Ça ajoute beaucoup de poids. Dans une manœuvre extrême, ça déstabilise carrément le véhicule. Et j'ai perdu en plus la force de freinage. Oui, C'est un peu spécial, vraiment. Il n'y a pas de raison qu'une voiture de cette taille et de ce poids, même s'il est un peu élevé parce que c'est un véhicule électrique, ne réussisse pas une épreuve comme celle-là. Ce que je trouve intéressant avec cet exercice, c'est que depuis le début, on est quand même impressionné par le rendement du véhicule. Oui. On trouve que c'est dynamique, c'est agréable. Facile à contrôler. Exactement. Mais lorsqu'on arrive dans une situation qui est clairement plus dangereuse ou beaucoup plus complexe pour le véhicule, mais c'est là qu'on découvre ses limites. Et on voit que ça marche pas. Oui. Un autre élément de sécurité extrêmement important pour une voiture à vocation urbaine, c'est évidemment le freinage automatique d'urgence. On a uniquement une caméra qui est située au sommet du pare-brise dans la Fiat 500e et les paramètres de fonctionnement sont très simples. Autant pour les piétons, les cyclistes que les véhicules, la détection va s'opérer de 5 à 150 km/h. Nous, on fait l'épreuve à 60. Signal. Et ça, c'est vraiment particulier. Parce que vous avez entendu, évidemment, l'avertissement sonore qui est très fort. Bonne indication également dans l'instrumentation qui permet d'attirer mon attention. Freinage qui s'est fait de façon quand même assez forte, mais quand même progressive dans le sens où on n'a pas eu un coup très prononcé au départ. Et je dirais qu'à une vitesse de 5 à 10 km/h, la force de freinage s'est relâchée complètement et le véhicule se dirigeait sur la cible. Il a fallu que je mette moi-même mon pied sur la pédale de frein pour immobiliser le véhicule. Donc, on a un système qui fonctionne, je dirais, à demi-mesure. Oui, on détecte, oui, on initie un freinage, mais on n'immobilise pas le véhicule. Donc, c'est un système qui peut être jugé incomplet. Maintenant, je ramasse Luc Olivier et on s'en va sur la route. Samuel, on est probablement dans la voiture qui est la plus cute sur le marché à ce moment. Oui, bien, on a un design qui est vraiment particulier, à l'extérieur comme à l'intérieur. Et moi, j'aime le fait qu'il y a des petites touches là, un peu coquettes. Par exemple, quand on démarre le véhicule pour la première fois et qu'on atteint 30 km/h, il y a une petite musique là, qui est émise par la voiture à l'extérieur. C'est la même musique qu'on entend à l'intérieur quand on démarre le véhicule. Wow. Ben non, mais je veux dire, c'est des petites touches de même, des petites touches le fun. Je veux dire, quand on regarde le tableau de bord aussi, on est allé au complet, si on veut, en matière de design. Regarde, il y a des accents rouges, c'est très ovoïdal, très circulaire. Mais je trouve que c'est réussi. C'est conséquent avec les générations précédentes. Ah, absolument. Aussi, on voit la continuité. Oui. Ça marche totalement. Absolument, oui. Par contre, faut le dire, là, la sensation à bord est étrange parce que on voit pas du tout le capot. Les piliers, on les a dans la tête. Tu sais, t'es proche. Là. Oui, on est très proche. Je t'aime bien, mais t'es proche. C'est une petite voiture, évidemment. Puis les piliers, t'en as parlé. Regarde, moi, j'ai l'impression que le pilier A me rentre dans la tête, là, carrément. Puis as-tu vu la base? Très large. On est dans une voiture à vocation urbaine. Ça devrait être une priorité d'avoir une bonne visibilité. Et c'est pas le cas dans le cas de la Fiat 500. Non, la priorité était le design. Absolument. Et tout le reste devait s'ajuster aux lignes de la carrosserie. Ça, c'est une certitude. Oui. Cette voiture-là a toujours été réfléchie sous ce principe-là. Oui, oui, absolument. Bonne nouvelle, par contre, c'est que la voiture est petite en ville, très agile. Oui. La direction est vive. On sent aussi ce qui se passe avec la direction, avec la voiture. Oui. Et on a du plaisir à la conduire. Puis le plaisir, c'est aussi quand on est dans un endroit très petit, très contraignant, bien, on a un diamètre de braquage qui est extrêmement court, vraiment facile de circuler en ville, de se stationner avec cette voiture-là. C'est pas étonnant, tu vas me dire, parce que la voiture est petite, mais il y a d'autres voitures qui ont un rayon de braquage beaucoup plus long que ça, malgré leur petitesse. Oui, non, ça, sérieusement, sur ce point-là, ça fonctionne. Donc, on a un agrément de conduite qui vient avec ça. Oui. Et le comportement général aussi, quand même, assez agréable. Oui, oui, oui. Suspension est un peu ferme, là, c'est sûr, sur les routes du Québec, là, qui sont assez défoncées, mais il reste qu'on est capable d'avoir un bon agrément de conduite, avec la bonne direction, la bonne suspension. Ben oui. Voiture qui est stable aussi sur la route.
mécanique qui répond bien aussi. Oui, quand même. Particulièrement en mode normal et mode range, là, qui se traduit par autonomie. Oui. La seule grosse différence qu'on va avoir entre ces deux modes-là, c'est que le mode range va activer la conduite à une pédale, freinage régénératif. Honnêtement, moi, c'est le mode que je conseille. Bien calibré? Bien, quand on met le mode range, puis je relève mon pied de l'accélérateur, on a un freinage qui est pas très fort, et qui s'intensifie à mesure que la vitesse va diminuer. Ah, tu peux pas le moduler, là? Non, c'est ça. Ouais. C'est ça qui est un peu dommage. D'autres véhicules, on peut moduler la force de freinage régénératif avec des palettes derrière le volant ou encore en allant dans le système d'infodivertissement. C'est pas le cas avec la Fiat 500. Et l'autre mode, qui est vraiment un mode, j'ai envie de dire, quasiment d'extrême urgence, là, quand on le met en mode Sherpa, la climatisation est coupée, vitesse maximale 80 km/h. C'est vraiment quand vous êtes dans les dernières grenailles d'autonomie qui vous restent et vous avez peur de ne pas vous rendre. Extrême urgent, mais il ne faut pas que tu sois pressé. Non, faut pas être pressé, vraiment pas. Ouais. Donc, c'est vraiment un mode à servir vraiment en cas d'extrême besoin. Consommation. Consommation. On est à 15,2 kWh au 100 km. Bof. Honnêtement, je m'attendais à mieux que ça compte tenu de la petitesse de la voiture. Mais compte tenu de la taille de la batterie, 42 kWh, ça nous donne une autonomie projetée à 276 km, ce qui est quasiment 50 km de plus que l'autonomie annoncée à 227. Mais même là, c'est pas beaucoup. Là. Moi, quand t'es pas capable de faire Montréal-Québec sur une trotte, là... Ouais, c'est sûr. Plein de la misère avec ça. Ouais, mais ça confirme encore une fois la vocation du véhicule. Le véhicule à vocation urbaine va servir comme deuxième voiture d'avantage. Si vous avez besoin de vous faire de plus grandes distances, la voiture est capable de le faire. Sachez que vous allez devoir recharger. Et c'est peut-être là où c'est un peu décevant, c'est que la puissance maximale acceptée est à 85 kW. Et on l'a testé, là. On se rend compte que c'est pas une motorisation, une technologie qui est très moderne quand on entend des chiffres comme ça. Non. Et quand on a testé justement la recharge rapide du véhicule, je dirais que de 20 à 35 on était à puissance maximale, 85. Mais après ça, ça a commencé à baisser, là, 65, 40. Quand on a approché 80 on était plutôt dans le 20 kW de puissance. Là, ça soufflait l'énergie. Donc, pour recharger uniquement ce dont vous avez besoin et après ça, on retourne sur la route, ça va être la façon la plus efficace d'utiliser la recharge rapide de cette voiture-là. Maintenant, on va y aller tout de suite avec les points positifs et les points négatifs de la Fiat 500e. Point positif d'abord, un bon agrément de conduite, une autonomie qui est plutôt surprenante et une vocation urbaine qui est bien maîtrisée, malgré une visibilité qui serait peut-être à améliorer. Du côté des points négatifs, maintenant, le principal, c'est la fiabilité qui est approuvée, une distance de freinage qui est nettement trop longue et également l'évitement d'obstacles qui a été échoué. Vraiment, ça, c'est une composante que je ne comprends pas pour une si petite voiture. Bien d'accord avec toi. Et maintenant, quelle est ta recommandation par rapport à la 500e? Bien, c'est sûr qu'on a été échaudé beaucoup en matière de fiabilité du côté de chez Fiat avec la précédente génération qui était vraiment très catastrophique. Même nous? Même nous, exactement. Et il y a des gens qui disent, bon, mais tout ce qui pouvait briser sur la 500 originale est maintenant éliminé au profit d'une motorisation électrique. Soyons quand même prudents. Ouais. On va mettre la voiture en évaluation, le temps de voir comment elle se débrouille en matière de fiabilité. Il faut aussi dire que pour le moment, c'est une voiture qui est très difficile à vendre pour les concessionnaires de la grande famille Stellantis. Même si le prix est intéressant, on dirait que la clientèle ne répond pas à l'appel. Donc, vraiment, c'est une voiture qu'on garde en évaluation.